Salut tout le monde, donc cet épisode, c'est bien l'épisode numéro 4 sur la calibration des imprimantes partie 1. La partie 1, c'est parce que l'enregistrement a coupé en plein milieu, donc la deuxième partie se retrouvera la semaine d'après. Donc le lundi prochain, ça va être la partie 2 de cette section. Donc la fin coupe un peu abruptement, on est désolé pour ça, mais je vous le dis tout de suite, je vous souhaite une excellente soirée, puis on se voit la semaine prochaine. Bon épisode! Bienvenue dans la face cachée de l'impression 3D, le podcast où on lève le voile sur les réalités de l'impression 3D. Sans fil ni compromis, ici pas de glamour, pas de mensonges. Je me sens regardée. Non, pas doute. Je sais pas pourquoi tu dis ça. On partage les idées, les découvertes, les vérités parfois brutales du monde de l'impression 3D. C'est comme... Ça te déstabilise à ce point quand je t'observe. Elle met la tablette entre nous deux. Ce qu'on vous dit, c'est le résultat de notre expérience, nos réussites et nos erreurs. Mais rappelez-vous, chaque projet est unique. On vous encourage donc à faire vos propres recherches car ce qu'on partage ici, c'est notre vision et notre parcours personnel. Alors, installez-vous et découvrons ensemble la vraie face de l'impression 3D. La vraie face, ça ressemblait beaucoup à une tablette pour moi. Oui. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc, comme on dit, c'est vraiment nos expériences, c'est vraiment nos avis. Puis aujourd'hui, on parle de la calibration des imprimantes. Quelque chose qui est vraiment overlooked dans la communauté. Beaucoup de gens commencent en se disant, c'est plug and play, je sac ça là, je mets un filament dedans, ça l'imprime. Malheureusement, c'est pas le cas. Certaines imprimantes arrivent sur le marché qui sont un peu plus dans ce domaine-là, mais c'est pas 100% le cas. On va en parler un peu plus vers la fin. Comment ça va aujourd'hui? Ça va, et toi? Ça va très bien, tu me pousses avec tes orteils. Oui, désolé. Donc, tu veux-tu nous lancer ça? Calibration, il y a une couple d'affaires. Ouais, il y a pas mal d'affaires. C'est une liste que j'ai faite puis qu'elle a absolument aucune idée de quoi ça veut dire. Ben là, oui, là, quand même, le bed level, ben, tu sais, je veux dire, je comprends pas nécessairement comme toi, mais Ouais. je connais un peu le vocabulaire. Là. Un petit peu. Un petit peu. C'est quoi que j'ai mis en premier? Bed level. Le level, ouais. C'est quelque chose qui est très important, qui est très difficile à comprendre pour les gens qui commencent, l'importance de ça. Dans le fond, on appelle ça bed level, c'est un peu faux. On met pas le plateau au niveau. En réalité, on le trame. La différence, c'est que le niveau, c'est avec le niveau de la mer. Fait que c'est comme, mettons, on fait avec les niveaux qu'on a à la maison, puis toutes ces affaires-là, on dit, ah, il est-tu droit, non, non, non. On vérifie avec le niveau de la mer. Tandis que tramming, c'est en réalité, ce qu'on veut faire, c'est que la distance entre le plateau et la buse soit toujours la même. Okay. C'est pour ça que tu pourrais prendre une machine, la tourner à 90 degrés sur le côté, puis après imprimer pareil. Même si c'est pas levelé. C'est juste que dans la communauté, il y a personne qui appelle ça tramming. Tout le monde dit bed level. Fait que c'est une nuance à faire, parce qu'il faut pas que tu commences à essayer de niveler ton plateau avec justement un niveau. Tu vas faire ça pour rien. Ouais. Parce qu'il y a du monde qui font ça quand ils commencent. Parce qu'ils voient, faut que tu fasses ton niveau de ton plateau. OK, mets le niveau, ça sert à rien. Ce que tu veux, c'est vraiment trammer pour que partout où la buse va être sur ton plateau soit à la même exacte hauteur que les autres places. Comment on fait ça? La première vraie affaire, c'est avec les classiques, mettons, comme les A2-3, les trucs comme ça, qui n'ont pas d'auto-bed level. Ceux-là, c'est que c'est manuellement toi qui vas mettre ta buse à zéro et que souvent avec la technique du papier ou en imprimant certaines affaires, vont venir mettre autant textuellement, c'est-à-dire avec le papier, justement, on le ressent, autant qu'avec le visuel, que ce soit en regardant la distance de la buse, et on s'entend, on parle de même pas 0,01 mm de différence, que c'est important. Puis on va s'assurer que tout est au même niveau partout. Puis après ça, normalement, les impressions vont bien aller. Okay. La différence, c'est qu'avec un bed level, mettons comme la V400, que le plateau est fixe, ce qu'il va faire, c'est que le plateau est fixe, justement. Fait que normalement, il y a quand même une bonne distance entre tout, mais le problème arrive que ça se peut que les coins soient plus hauts, certains soient plus bas, les coins. La V400 est ronde, là, mais ça se peut qu'il y ait un côté qui soit plus haut que d'autres plus bas. Ouais. C'est que l'auto-bed level va venir prendre des points très précis sur chacune des positions précises. Fait que ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir, mettons, en avant à gauche, il va peser 1, 2, 3 fois avec le bouton pour faire la moyenne des 3 ou 4 ou 5, peu importe combien il en prend, pour avoir une distance. Puis après ça, lui, ça lui dit, OK, lui, il est à cette distance-là. L'autre point à côté, il est 0,0005 plus haut. Lui, il est plus petit, plus haut. Puis avec ça, c'est que ça va faire une mèche que l'imprimante va être capable d'utiliser pour contrebalancer, pour compenser. Fait que mettons, les 5 à 10 premiers layers, ils vont compenser de moins en moins pour qu'à un moment donné, ça finisse par être juste standard.
Ouais, mais je t'ai vu faire ça, ben souvent. Je t'ai vu le faire quelques fois sur des imprimantes artésiennes. Ouais, ben justement, c'est mettons la N23 que j'ai puis la S1 Ouais. aussi, les deux premières imprimantes, fallait le faire à la main. Puis même avec ces imprimantes-là, en réalité, vu que eux autres, ils ont des roues en dessous des quatre coins du plateau pour justement monter ou descendre le plateau dans ces coins-là. Ce qui fait que, même avec un auto bed level, que j'ai équipé, les deux sont équipés de, t'as pas le choix de faire un preset avant. Parce que l'auto bed level va compenser un peu, mais c'est jamais parfait. Ça fait jamais tout, la job. Surtout quand t'as une K1 qui est comme ça au fond, puis qui est genre Il y avait quelque chose entre l'avant et l'arrière, je pense qu'il y avait une différence de 5 à 6 mm. Là. C'était ridicule. Pour vrai, genre, on le voyait Puis même. c'est des plateaux que tu peux pas bouger. C'est des plateaux que normalement tu peux pas déplacer ou changer. Il a fallu littéralement que je fasse jumper les moteurs, les claques du moteur sur sur les roues, pas les roues, mais les axes en avant, pour justement venir jouer un peu sur le niveau pour essayer de le rapprocher un peu pour que ça soit un peu plus droit. Tu sais, quand même, visuellement, tu le vois. Ah non, c'était atroce, là. On fera à un moment donné un épisode sur la K1, là. Toutes les histoires d'horreur qu'on a vécues avec, là, ça vaut la peine. Fait qu'on peut plus vraiment, mais oui. Non, mais genre, je suis content de plus l'avoir. Au nombre d'heures, j'ai perdu à régler ça, puis avec le service à la clientèle, puis toute l'équipe, c'était cauchemardesque. Effectivement. Mais ouais. Fait que c'est ça. Fait que l'importance en fait du nivelage du plateau, c'est ça. C'est qu'il faut que ça soit à la même hauteur partout pour qu'une fois que le filament sort, ben il sort de la même façon partout. Parce que visuellement, quand ton plateau est trop proche quand ta buse est trop proche du plateau, tu as comme ça va faire comme des bosses dans des lignes. Fait que la matière, il y a tellement de matière qui sort pour l'espace qu'il y a que ça va sortir sur les côtés de la buse, puis ça va faire justement des ridges ces côtés. Fait que tu vas avoir comme des lignes littéralement creuses avec des lignes qui vont être plus comme un peu dans une forêt, tu aurais tous les arbres alignés, là. Ouais. Fait que tu as un creux de passage, puis après ça, tu as les arbres, c'est un peu le même principe. C'est que tu vas avoir toute une ligne haute, puis une ligne basse, une ligne haute, une ligne basse. Parce que c'est trop proche. Fait que la matière, elle sait pas où aller, elles sont de ses côtés. Ça peut même aller avoir des problèmes jusqu'à l'extrudeur en arrière, qui peut sauter, parce que justement, il est pas capable de pousser la matière, le moteur il pousse, puis on est, clac, il saute. Il va sauter par clac, 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 parce qu'il sera plus capable de pousser de filament. Ça use ton filament, puis après ça, ben, vu qu'il y a un gros trou dans ton filament, il pousse plus du tout parce qu'il passe dans le vide. Non, c'est ça. OK. Ouais, des fois, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent venir d'une autre affaire. Non, puis sinon, si c'est le contraire puis que c'est trop haut, c'est-à-dire qu'il y a trop d'espace entre ta buse et ton plateau, ce que ça fait, c'est que tes lignes vont pas être suffisamment écrasées entre elles pour venir se rejoindre. Ça veut dire que tu vas avoir une petite ligne, un espace vide, puis une petite ligne. OK. C'est fait que quand tu vois un espace vide entre deux lignes, on parle là, ce que je parle, là, je l'ai pas dit, mais c'est tout sur la première couche. Parce que la deuxième couche, je vais passer dans l'autre sens, on va tout venir couvrir. Mais sur la première couche, quand tu regardes puis que tu vois littéralement ton plateau à travers les passages de l'imprimante pour faire son remplissage, c'est trop haut. Okay. C'est déjà, juste ça donne une bonne idée pour savoir comment visuellement tu peux régler ton plateau. Sinon, c'est vraiment les techniques du papier, ces affaires-là. C'est le genre d'affaires que je montre dans le cours plus tactilement, là, c'est plus facile à montrer. Ouais, j'imagine. Ouais. Oups. Avec ça, ça vient pour tout ce qui est bed level automatique, comme mettons la V400, les Bamboo Lab. Ben, Bamboo Lab, non, on l'a pas à le faire. Mais mettons la V400, c'est une buse, pas une buse, mais c'est un capteur qu'on met en plus. Fait que tu sais, t'as la buse, puis tu rajoutes un capteur pour faire ton level, puis tu l'enlèves après. Ce qui fait que le point que la machine va calculer est plus bas que où ce que la buse allait en réalité. Mais je n'aime ça à comprendre avec la V400, justement, parce que, OK, on est rendu aux offset. Ouais. Ben, c'est avec justement l'auto bed level. Okay. C'est qu'on rajoute le capteur, ou mettons sur la N23 puis la S1, le capteur est sur le côté. Mécaniquement, il va sortir une pin qui, elle, va dépasser la buse. Fait qu'il va venir la capter, puis quand il capte, encore une fois, c'est plus bas que où ce que la buse allait en réalité. Ouais. Notre chat est fou la merde. Fait il faut compenser pour cette distance-là. Ouais. Parce que la machine, entre chacune des buses, tu peux avoir deux buses exactement pareilles, ça se peut qu'elles soient pas à la même hauteur. Fait il faut que tu compenses pour ça avec ce qu'on appelle le Z-offset. Le Z-offset, ce qu'il va dire, c'est que, bon, j'ai capté la hauteur, mettons, du plateau est à telle distance, mais toi, tu vas dire, ben, le Z-offset, en réalité, c'est entre le capteur puis la buse. Fait que si tu as 2 mm entre les deux, ben, tu vas dire Z-offset de 2.
qui va faire que lui, il va descendre 2 mm de plus. OK. Parce que lui, sa capture qui dit que là, c'est 0, ben la buse va être 2 mm plus haut en réalité, à cause de la distance qu'il y a entre les deux. Ça va varier, comme je dis, à chaque buse, à chaque tête, à chaque capteur. Fait qu'il faut tout le temps que tu le refasses. Mais ça, normalement, c'est quelque chose qui se fait relativement rapidement, presque visuellement, ou même avec la technique du papier, encore une fois. Tu le descends, tu dis offset direct sur la machine, toc, toc, toc. Ah, ça, c'est bon. T'imprimes, tu regardes la première couche. Ça a l'air correct, c'est trop haut, trop bas. Tu fais des micros ajustements, vers ça, tu pars, puis normalement, t'es correct. D'accord. Puis c'est un paramètre que t'auras pas à changer. Mettons, si je refais un autre bed level après, normalement, j'aurais pas à changer parce que c'est la même capture, c'est le même capteur et surtout la même buse. Là, tu fous vraiment la merde à côté. Ouais, c'est pour ça que je suis comme genre. Mais ça, fait que c'est bed level du offset, ça vient tout un peu dans le même univers en même temps, tout dépendant de la machine que tu commences avec. Si tu commences avec une N23 de base, tu vas juste faire ton bed level toi-même, ton tramming, tes roues, tu vas imprimer. Si tu vas, mettons, avec une S1, ben là, tu vas voir la combinaison des deux. Ou si tu vas, mettons, avec les Bamboo Lab, ben là, t'as même pas besoin d'y penser parce que les autres le font vraiment pas mal tout seul. OK. Ouais, ben parce que le fonctionnement de la Bamboo Lab, et mettons, la K1 aussi, c'était pareil, c'est qu'ils n'ont pas une switch. En réalité, leur bed, leur capture de position, c'est ils vont faire crasher la tête sur le plateau, très doucement. Ouais, puis en dessous du plateau, tu as des capteurs de résistance, de pression. Ouais. Fait qu'ils vont, en réalité, ils vont capter quand la buse va pousser sur le plateau. Puis là, il va dire, ah, il y a de la tension, j'arrête. Fait que là, comme ça, il va dire, mon point, il est là. Fait que littéralement, le point de capture est la buse sur le plateau. OK. Puis probablement que dans le logiciel, à quelque part, il y a un petit offset pour leur faire remonter un peu ou quelque chose comme ça, probablement. Mais c'est ça. Fait que normalement, t'as pas d'offset à compter. OK, t'as pas d'offset à compter parce que, littéralement, c'est la buse straight sur le plateau. Ce qui fait que t'as pas d'autres morceaux mécaniques ou d'autres parties qui vont venir interférer entre les deux. C'est pour ça que, justement, Bamboo Lab, t'en entendras pas parler. Parce que, ils font pas mal toutes les calibrations de base tout seul, comme justement le nivelage du plateau. Mais c'est que c'est fait intérieurement parce que la buse est... Fait que l'autre avantage qu'il y a aussi avec ça, c'est que si tu changes de buse, il va faire la pression en même place. Ouais. Ben, pas à la même place, mais je veux dire, l'offset, si la buse est 2 mm plus bas, mettons, c'est exagéré, mais si la buse est 2 mm plus bas, ben lui, il va capter quand il va pousser sur le plateau. Ouais. Il n'y a pas une différence entre la hauteur de la buse puis le capteur, justement, qui serait sur le côté ou quelque chose comme ça. Puis même pour les capteurs qui sont, mettons, sur le côté, mettons, souvent ils sont à gauche, d'après ce que j'ai vu, ben, faut même que tu dises à ta machine où est le capteur. Parce que lui, si tu lui dis que le capteur est à 0,0, ben lui, il va penser que c'est exactement ce que la buse allait. OK, ouais. Fait que si c'est 5 mm sur X puis il est un peu en arrière, sur Y, il faut que tu lui dises qu'il est là pour que lui, après ça, quand il fait son point, ben, il va déplacer la tête plus sur le côté pour que le point soit exactement ce qu'il veuille. Mais après ça, sa tête va être encore à 0, va être correctement placée. Mais c'est pour des machines comme, mettons, la S1 qui est déjà installée dessus, ben, c'est tout dans le logiciel déjà fait. C'est tout standard pour eux autres. Mais c'est, mettons, comme quand moi, j'ai fait l'upgrade sur la N23, il a fallu que j'aille à quelque part, ben là, il a fallu que je change de firmware au complet, mais il a fallu que j'aille dans le logiciel puis je dise, ben, c'est là, la tête arrêtée est à X-5.2, puis Y-3.5, mettons. Je sais pas, là, je dis des chiffres random. Mais c'est, faut que tu dises, c'est où la buse versus, le capteur versus la buse. C'est pas mal tout ça pour le plateau. Après ça, on a quoi? On a l'extrudeur. L'extrudeur. Le but de l'extrudeur, dans le fond, c'est le même moteur que sur les moteurs. Très précis. Le même moteur que sur les moteurs. Même moi, mon cerveau a fait, attends une minute, qu'est-ce que je viens de dire là? C'est le même moteur qu'il y a pour les déplacements de la tête. Fait que X, Y, Z. Okay. C'est les stepper moteurs qu'on appelle. C'est des moteurs qui sont par pas. Ça, je pense que j'en ai parlé au dernier épisode. Que c'est un moteur que, mettons, un tick, un step va être un X nombre de millimètres qui est très, très petit. C'est pas 1 millimètre. C'est vraiment plus petit qu'un millimètre. Parce que, de mémoire, en moyenne, c'est 420, 425 steps pour 1 millimètre. Fait que ça donne un peu le niveau de précision. Ouais, non, c'est très précis. C'est un petit peu moins que la moitié d'un millimètre. C'est ça. Fait que c'est... Puis, l'importance de faire ça, c'est que parce que l'extrudeur, c'est lui qui va prendre le filament puis le pousser dans la tête. Fait qu'on veut que, mettons qu'on lui dit pousse 1 millimètre, on veut qu'il pousse 1 millimètre. Ouais.
Fait que quand on fait ça, en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on le teste. Souvent, le test, c'est de faire pousser, mettons, 100 mm, puis calculer l'espace qu'il y a de trop, qu'est-ce qu'il y a extrait de plus ou de pas assez, pour dire après ça, ben là, je vais faire le calcul pour dire, ben finalement, le bon nombre de steps est pas 420 et 422. Ou, tu sais, peu importe. Fait que si tu pars, il y a le calcul à faire, là, que tu pars du nombre de steps actuel pour faire X millimètres, tout dépendant c'est quoi. Me semble que c'est au millimètre, là, que ça se calcule, là. Fait que, mettons, c'est... me semble, mais je t'avoue que ça fait un certain moment que j'ai pas modifié ces paramètres-là. Ouais. Mais c'est le genre d'affaire qu'une fois que t'as l'imprimante faite, t'as pas à le changer à moins que tu changes le moteur. Ouais, non. C'est vraiment ça, c'est vraiment une calibration à faire la première fois, ou à moins que tu vois qu'il y a un problème à quelque part. Mais normalement, tu fais ça une fois que t'es calibré, touche plus. Fait que le but, c'est vraiment de dire, j'extrude 100 mm, je veux qu'il aille extruder 100 mm. Fait que mettons qu'il en extrude 90, ça veut dire qu'il me manque 10 mm de filament qui va pas être, fait que ça va causer d'autres problèmes. Ouais, puis souvent, ça va causer de la sous-extrusion. Okay. Ça veut dire que c'est sous-extrudé. Ça veut dire qu'il peut avoir, il y aura pas assez de matière, il va y avoir des trous à des places, il va y avoir moins de solidité dans la pièce, des trucs comme ça. Okay. Fait que le but de ça, c'est vraiment de dire à l'extrudeur le vrai bon nombre de tours que tu as besoin de faire, de steps en fait que tu as besoin de faire, c'est ça pour 1 mm. Puis la raison qu'on fait, mettons, on extrude 100 mm, c'est pour voir parce que sur 1 mm, on voit presque rien. Tu sais, je veux dire, c'est un ou deux steps, on ne pourra pas le calculer. Mais si tu fais 100 mm, qui est 10 cm. 100 mm, c'est pas 1 cm. T'as totalement raison. Non. 10 mm, c'est 1 cm. Ah oui? Oui. Ok, c'est moi qui m'allais. Là, tu m'as mélangé. Mais oui, 100 mm, c'est 1 cm. Non, excuse, 100 mm, c'est 10 cm. Tu vas tout mélanger. Mes cours de primaire sont loin. Mais je sais parce que le décimètre, il est après le centimètre. Oui, effectivement. Avec ça, tu te mélanges. Parce que même moi, des fois, c'est... c'est genre 10 c'est 10 cm. Ouais, c'est ça. Mais bon. Ah, mon Dieu. Fait qu'on extrude 100 mm, qui est 10 cm. On va l'avoir. Puis, c'est ça. Mais de toute façon, dans l'impression 3D, moi, je suis tout le temps en millimètres sur tout. Ouais, non, mais même si je fais des grosses pièces, ben, je vais le calculer en millimètres, puis ça va finir là. C'est ça. Fait que si tu regardes, tu fais le calcul, tu dis, ben, actuellement, j'ai 420, il m'en manquait, blablabla, plus, moins, division, blablabla. T'arrives à un nouveau chiffre que tu mets dans le logiciel. Puis après ça, ben, tu refais le même test. Parce que ça se peut que t'aies trop mis, ça se peut que t'en aies pas mis assez. Puis à force d'avoir fait 3-4 fois de même, à monter, descendre un peu, tu vas avoir un chiffre que normalement devrait te donner ton 100 mm ou la quantité que tu extrudes. Puis comme je disais juste avant, qu'on se mélange dans toutes nos mesures, c'est que... En espérant que ça marche pas. Non, déconcentre-moi pas. C'est en extrudant 100 mm, c'est que tu as beaucoup... L'erreur, la micro-erreur, le micro-step qui va manquer, va apparaître plus régulièrement, donc une plus grosse différenciation au bout. Fait que, mettons, si on dit que c'était à place de 100 mm, on fait extruder 10 mm, mais là, la micro-erreur va arriver 10 fois. Fait que si c'est 0.001 mm qui se trompe à chaque fois, ben là, tu le verras pas sur 10 mm. 0.001 mm, ouais, c'est très petit. Ben, c'est ça. Puis avec des outils, tu peux pas calculer ça. Non. Fait que, en faisant x10, ben, t'as 10 fois plus cette erreur-là, qui à un moment donné va peut-être arriver à 1 ou 2 mm. Moi, le calcul mental, c'est pas ma force, je vous le dis tout de suite. Mais c'est ça. Fait que le but de ça, c'est vraiment de dire, quand il va imprimer, il va pousser la bonne quantité de filaments. Qui va aussi aider à tout ce qui est la précision des dimensions. Fait que si tu veux un cube de 20 par 20 cm, millimètres. Ouais, non, 20 cm, je sais quand même. Ouais, ça fait un petit gros cube. Mais si tu veux 20 par 20, ben c'est souvent, ça fait partie des tests à regarder, de dire, ben là, je vais avoir, mettons, 20 par 21. Ah, je suis pas correct sur une des deux dimensions. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être un des moteurs, justement, le XY, qui est moins bien calibré. Et ça aussi, ça peut se faire. Ça peut se calibrer, ces moteurs-là. OK. Quand même. Il y a beaucoup de choses à regarder. Ouais, c'est ça que je vois, là. Ben, je le savais déjà, là, mais de temps en temps, parler comme ça. Ouais. Plus en détail. Genre. C'est quoi le flow rate? Le flow rate. Le flow rate est un peu en corrélation. C'est qu'une fois que tu as fait ton extrudeur puis que tu sais qu'il extrude la quantité que tu veux, après ça, c'est quand tu vas aller dans ton logiciel, ça se peut que quand il fasse son découpage, ben, t'aies pas assez de matière ou trop de matière extrudée. OK. Fait que ça peut, c'est pas parce qu'il extrude, mettons, ton 100 mm parfaitement que tu veux avoir 100 mm nécessairement. Fait que c'est le genre d'élément que tu vas venir changer. Souvent, ça va être 1 ou en pourcentage, mais tu vas venir, mettons, dire, mettons, j'étais à 97%, des trucs comme ça, pour
sais, puis ça, il y a des tests souvent dans les slicers qui se font, c'est que tu vas pouvoir imprimer puis voir la couche du top, si justement on voit les ridges que je parlais tantôt sur le bed level, ou s'il y a des gaps, ou qu'est-ce qu'il y a, pour regarder puis essayer de calibrer ça le plus possible pour avoir exactement la quantité de filament qu'on veut avoir. Fait en premier lieu, on veut que le moteur extrude qu'on lui demande, mais après ça, dans le logiciel, on veut qu'il vienne compenser pour s'il y en a trop ou moins. Ouais. Ce qui fait que si on dit, mettons, t'extrudes 100 mm, mais qu'il fait 97%, le flow rate, ben il va extruder 97 mm. Okay. Mais lui, il va tout calculer ça à l'interne. Fait qu'il y en a un qui c'est vraiment matériel. Fait que tout ce qui est la calibration de l'extrudeur, c'est le matériel. On veut que la machine extrude la quantité qu'on veut, qu'il fasse le bon nombre de tours pour 1 mm. On veut qu'elle connaisse ses bons chiffres. Okay. Mais après ça, une fois qu'elle sait c'est quoi 1 mm en nombre de steps, après ça, si c'est trop, ben on va demander de réduire. Ouais. Fait que, le flow rate, c'est ça qui va venir compenser, c'est de voir, tu sais, le flow, c'est comme la quantité qui sort, comme un peu de l'eau dans un tuyau, puis des trucs comme ça. C'est qu'on veut qu'il y en ait bien, parce que s'il y en a trop, ma tête a voulu skipper une étape dans ce que je disais. Ouais, je sais. S'il y en a trop, ben tu vas avoir des bosses, ton fini va pas être beau, ça va faire des elephant foot qu'on appelle, que quand il imprime la base, ben tu vas comme voir le bas va être plus large, puis va revenir correct après. OK. Des trucs comme ça. C'est très petit, mais ça fait que ton carré sera pas carré. Il va être carré avec une curve dans le bas. C'est tous des éléments qui sont importants à regarder. Là. OK. C'est ça, le flow rate. Ouais, ça, je voyais ça, je suis comme, what is that? Ça, normalement, c'est encore une fois, c'est une chose que tu vas calibrer une fois. Tu vas faire ton test, tu vas regarder, OK, c'est bon, puis normalement, tu vas être correct pour le reste de tes prints. Généralement. Mais ça peut changer si tu changes de buse, si tu changes de truc, mais normalement, tu n'as pas vraiment besoin. Là. OK. Temps filament. Temp. C'est la température. Ouais, non, c'est mes notes. Température de filament, oui, parce que ça, je pense, j'en ai parlé un peu dans quel épisode? Le deuxième, je pense, des matériaux, ouais. OK, la température du filament. La température du filament, c'est la température que le filament va fondre, dans laquelle on va l'imprimer. Fait qu'il faut que tu fasses des tests parce que chaque matériau est différent. Comme on l'a dit, le PLA, le PETG, tout le kit, c'est différent. Ouais, je me rappelle, le PLA, c'est plus... c'est pas mal le plus bas que tu peux avoir. Ouais, froid. À 200 degrés, j'appelle pas ça froid. Mais c'est le plus bas qu'on peut avoir en température. Ou des matériaux plus solides. Mettons, plus c'est solide, I guess, plus ça doit être chaud. C'est une réflexion qu'on peut se faire, oui. Là. Honnêtement, là, vite de même, je vois pas rien qui le contredit. Là. Je veux dire, tu passes normalement de PLA, t'as le PETG, t'as, mettons, le TPU qui est pas loin là-dedans. Après ça, t'as ABS qui monte de même. Probablement que le nylon, le polycarbonate aussi. Là. Je les ai pas au-dessus de ma tête, là. Mais c'est vrai que normalement, c'est quelque chose que effectivement, j'ai remarqué un peu. Là. Mais c'est ça, on veut calibrer ça parce qu'évidemment, chaque matériau est différent. Mais aussi, chaque type de, mettons, PLA, c'est que tu as du PLA standard, du PLA mat, du PLA silk, du PLA plus. C'est toutes des affaires toutes des matériaux qui ont leurs propres caractéristiques aussi. Donc, il faut que tu calibres cette température-là. Et même, ça va aller jusqu'à chaque rouleau. Que tu achètes 2 fois le même rouleau de la même batch, ils seront peut-être pas pareils. Ils vont peut-être pas réagir pareil parce qu'ils ont peut-être un qui a un peu plus de ci, l'autre un peu plus de ça. Fait que normalement, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que tu calibres chaque rouleau. Évidemment, tu fais pas la panoplie quand tu as déjà fait un test de base. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, c'est le genre d'affaire, tu veux tester, tu reçois un rouleau, tu fais une nouvelle température, tour de température, puis tu regardes, tu dis, OK, ben c'est dans mes températures normales, c'est correct, c'est bon. Mais si tu veux savoir quelle est la température optimale, parce que, tu sais, mettons, si je prends encore le PLA, sur la majorité des bobines, il est écrit température entre 190 et 210. C'est 20 degrés. Quand même. On s'entend que il y a beaucoup de degrés entre les deux qui peuvent varier. Tu sais, puis même encore une fois, ce qui va varier là-dessus en plus, la vitesse que tu imprimes. Parce que plus tu poses du filament rapidement, plus qu'il faut qu'il fonde rapidement. Fait que si tu imprimes avec une Ender 3, tu vas peut-être avoir ta température à 190 pour un rouleau. Tu prends le même rouleau, tu le mets sur une V400 qui roule à 400 à la place de 60. Mais il va peut-être falloir que tu le mettes à 210. Non, c'est ça. Fait qu'il faut chaque machine, chaque combo de filament machine, puis toutes ces technologies-là, a ses propres données. La meilleure façon de trouver ça, c'est de faire des tests. Puis souvent, c'est une tour de température qui va imprimer, mettons, tu dis, ouais, les petites tours, c'est que le premier, mettons, tu vas le mettre à 230, 225, 220, 200, 215, 210, 200, jusqu'à la température que tu veux. Puis lui, ben, il va y printer, puis il va changer de température à chaque fois. Puis ça va nous permettre de savoir à quelle température qu'il y a les meilleurs résultats. Puis souvent, ces genres de tests-là ont
souvent des bridges, des overhangs, puis des fois, il y en a qui ont des petits pics aussi pour voir la précision, voir si ça se défait ou s'il n'y a pas assez de structure. Mettons si c'est trop froid ou trop chaud, c'est quoi ça fait en tant que... Ben, premièrement, au niveau visuel, il y en a qui vont apparaître plus lustrés, plus mat. Fait qu'il y a déjà ça. Mais niveau mécanique, c'est que si c'est trop chaud, ben souvent ça va écraser plus. Non, ça va genre fondre. Mais ça, si on y va grossièrement, c'est si tu mets de la lave sur de la lave, à un moment donné, ça fait un tas. Ouais. Ça va juste comme... C'est ça. Fait que ton filament que tu vas passer, ben il va écraser, il va aller ses côtés. Bon, ça va pas être beau. Bon, ça, c'est très grossier. Non, mais c'est ça, puis ça va avoir une importance aussi sur l'adhérence des couches. Fait que si c'est trop froid, ce qui va arriver, c'est que ta couche va être complètement froide, puis va peut-être même être froide trop vite, puis ton filament qui est dans ta buse va peut-être mal sortir aussi, parce qu'il sera pas assez liquide. Fait que ça peut causer des problèmes aussi dans l'intérieur de la buse. Non, c'est ça. Le but, puis c'est aussi, comme je disais, les overhangs, qui est à dire quand tu imprimes un peu au-dessus du vide avec un certain angle, on appelle ça un overhang. J'ai aucune idée comment ils appellent ça en français, pour être honnête. Mais ça va influencer parce que si c'est trop chaud, ben ils vont écraser, ça se tiendra pas. C'est trop froid, mais encore une fois, ça va peut-être mal sortir de la buse, puis ça va pas être correct. Non, ça c'est sûr. OK. Puis ça va être encore plus important sur les matériaux, mettons de l'ABS, nylon, polycarbonate, ces affaires-là, parce qu'ils sont encore plus capricieux sur leur température. Ils ont vraiment besoin d'avoir une bonne température puis que ça soit stable. Ouais, d'où les boîtiers. Enclosure, moi j'ai dit en boîtier en français. En boîtier. Non, mais c'est un boîtier. Ouais. C'est un espace fermé pour pour contrôler la température. OK.